Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce temps fort qui ouvre ces universités, en tout cas au sein du Théâtre de la Croix-Rousse. Moi je suis donc Astrid Chabra-Caïdan, je suis donc docteure de l'Université Lumière Lyon 2. Je travaille sur les représentations culturelles européennes et palestiniennes, leurs modalités de création, de production et de circulation à l'international. Tout ça en analysant, en sondant les effets potentiels de ces représentations culturelles sur les représentations sociales. Et c'est pourquoi j'ai eu le plaisir d'organiser cette table ronde et le plaisir tout immédiat de l'animer. Pour ça, je remercie très sincèrement HF pour donner cette occasion précieuse, en effet, et le Théâtre de la Croix-Rousse pour son accueil tout aussi précieux. Et je remercie mes invités, dont le casting me fait déjà du bien. J'espère qu'il vous en fera aussi. On va passer 2 heures ensemble, enfin 2 petites heures. Et après les questions que j'adresse à nos invités, on ouvrira évidemment un temps d'échange avec vous dans la salle. Et cette table ronde, elle est l'occasion d'investiguer, alors non pas la question de Palestine dans son ensemble, il nous faudrait plus de temps, mais en tout cas l'état de cette question et de ses représentations dans notre contexte, le contexte donc français majoritairement, voire européen. Et on va l'interroger donc depuis l'endroit géographique duquel on parle, mais aussi l'endroit entendu comme position et champ d'action. Et là, en l'occurrence, le champ académique, le champ politique et le champ artistique. Le contexte en question, de l'état de cette question, c'est un contexte d'un débat empêché, hystéricisé et criminalisé. Alors criminalisé, pourquoi ? Parce que les arrestations des militants et militantes qui demandent un cessez-le-feu à Gaza, puis au Liban, qui revendiquent le génocide de la population gazaoui, se multiplient depuis la circulaire Dupond-Moretti du 10 octobre 2023. Les soutiens affirmés sous forme de tweets, sous forme de communiqués syndicaux, valent de longs interrogatoires dans le cadre d'arrestations ou de convocations pour apologie du terrorisme. Et les poursuites et procédures s'additionnent et elles ne concernent pas seulement les militants et militantes. Au sein des universités, les manifestations de solidarité étudiante sont sévèrement réprimées et de nombreuses étudiantes sont arrêtées, ainsi que certains et certaines jeunes chercheurs et chercheuses. Alors même que le rappelle la réalisatrice Simone Bitton, le pire, c'est le silence, puisque qui ne dit mot consent. Comme le rappelle Fouad Boussouf, chorégraphe, directeur du Centre national chorégraphique du Havre, le phare, la terreur, c'est même le silence particulier des élites, des intellectuels et des artistes face à l'innommable, alors même que le rappelle enfin Eva Doumbia, autrice et metteuse en scène, le pire, c'est notre impuissance et notre lâcheté. Alors même que c'est l'expression politique telle qu'elle soit, et quelle que soit la forme qu'elle prend, qui est ici bien criminalisée, puisqu'elle n'a pas seulement d'effet sur la scène politique, mais aussi sur les scènes scientifiques et artistiques. C'est à ces titres que j'ai constitué ce groupe aujourd'hui pour parler depuis ces différentes scènes artistiques, scientifiques et politiques. Je vous présente donc d'abord Géoliane Arabe. Joliane, pardon, ne dites pas Géoliane, ok ? Joliane Arabe, opératrice culturelle, qui est conseillère internationale à l'ONDA. Donc l'ONDA, c'est l'Office national de diffusion artistique, donc soutenu par le ministère de la Culture, pour lequel tu travailles au repérage des formes artistiques à l'étranger. Ensuite, je vous présente Monira Moon, militante décoloniale, antiraciste et féministe, animatrice de la campagne BDS France. Je lui laisserai présenter davantage la campagne. J'explique juste le sigle. BDS, c'est d'abord une campagne politique palestinienne qui vient de la société civile, des ONG en grande partie, et qui s'est internationalisée
et qui appelle au boycott, B, au désinvestissement, D, et aux sanctions de l'État d'Israël, S, conformément donc aux lettres du sigle. Je vous présente Sper Sper, qui est sociologue et chercheur associé à l'IREMAM Aix-en-Provence, l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, et à l'OMAM, Observatoire des mondes arabes et musulmans, et qui nous rejoint à Lyon 2 cette année, puisqu'il y enseigne la sociologie. Et enfin, je vous présente Adeline Rosenstein, qui est artiste de théâtre, metteuse en scène, autrice et aussi comédienne, qui est implantée... Ah, tu corriges déjà ça ? Qui est implantée en Belgique, où elle a créé sa compagnie Maison Ravage. Pour vous laisser la parole dès maintenant, je vous accompagne, je vous encourage à poursuivre cette présentation lacunaire, déjà, à la parfaire, mais aussi à expliquer ce qui vous relie, de près ou de loin, à la question de Palestine, puisque si vous êtes là aujourd'hui, c'est que la question, vous la posez. À qui l'honneur ? Je vais partager. Allez, tu ouvres. Bonjour. Merci beaucoup, Astrid. Alors, qu'est-ce qui me lie à la Palestine ? Je suis né dedans. Moi, je suis né à Bethléem, donc, un village à côté de Bethléem. Voilà, cette question surprise me rappelle de ma prise de conscience en tant que Palestinien. Comment j'ai réalisé que j'étais Palestinien et pas autre chose, et pourquoi. J'étais enfant, j'avais 7 ou 8 ans, la première fois de ma vie. Et on marchait dans la rue avec un de mes cousins. Donc on s'invitait, lui il m'invitait chez lui, moi je l'invitais chez moi, en disant voilà, non, tiens, tu viens chez moi, il y a maklouba, un plat palestinien. Et lui il me dit non, il y a je ne sais pas quoi. Et à certains moments, il y a une voiture le conducteur a freiné, il roulait vite. Et mon cousin, il était plus âgé que moi, il a commencé à me tirer, il m'a dit vas-y, cours. Je dis pourquoi ? Il m'a dit cours et après je t'explique. Et donc on a commencé à courir, et moi je ne sais pas pourquoi on court. Et là, j'ai regardé la voiture, heureusement il roulait vite, du coup il ne s'est pas arrêté à côté de nous, il a pris un peu, je ne sais pas, trentaine de mètres, et après il a commencé à revenir en arrière. Et là, il y a un soldat qui descend de la voiture avec son M16. Il commence à tirer. Donc, il a terminé la première charge, si vous voulez. C'était 30 balles, je me souviens, parce qu'il a pris une pause pour recharger de nouveau son M16. Et il a continué. Et moi, je voyais les balles entre nos pieds, mais on était en train de courir. Alors, c'est un petit village à côté de Bethléem. Donc, il y avait tellement de tirs que tout le monde était convaincu qu'on était les deux morts. Alors qu'on était on est sorti pas blessé. Après, il fallait convaincre mon père à l'époque que j'ai rien fait, que j'ai même pas lancé une pierre. Tout le monde était convaincu qu'on avait lancé des pierres contre cette voiture. C'est pour ça qu'il s'est arrêté, il a commencé à tirer vers nous. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi il a fait ça ? J'étais traumatisé pendant quelques mois. Dès que je marchais dans la rue, ensuite, il y avait deux types d'immatriculation à l'époque. Les Israéliens avaient les plaques, leurs plaques étaient de couleur jaune. Nous, on avait la couleur, je crois, bleue. Et du coup, dès que je voyais une voiture israélienne qui se rapproche, je tournais mon visage pour que je ne le provoque pas, pour qu'il ne les tire pas. J'étais enfant. Et après, j'ai décidé de mettre fin à tout ça. J'ai commencé à lancer des pierres. Si jamais je vais mourir, je vais mourir pour une bonne raison. Pas comme ça en marchant dans la rue. Et donc, c'était ma prise de conscience, enfant, malgré moi. Et pourtant, ma famille, elle voulait absolument pas que je m'investisse dans tout ce qu'on appelle résistance ou lancer les pierres, parce que c'est trop risqué. Et donc alors lorsque tu as posé cette question, c'est la première chose que j'ai pensé, c'était ma prise de conscience politique en Palestine.
Et c'est le cas maintenant quand je réfléchis à mes neveux qui sont à l'école, toujours, on parle de la Cisjordanie, pas de Gaza, et ils ont 7, 8 ans. Il y a le soldat qui arrive à côté de l'école et qui commence à parler avec les enfants. Aujourd'hui, on va tuer l'un de vous. Et donc voilà, je crois en fait qu'ils sont en train de revivre plus ou moins ce que j'ai vécu il y a 40 ans. Et voilà, c'était ma relation à la Palestine. C'était pas une question de rhétorique ou c'était pas une question, c'est vraiment la pratique. C'était la vie qui m'a mené à ça. Plus tard, j'étais obligé d'échanger mes études à cause de la situation parce que j'étais à l'université de Birzeit et à l'époque il y avait la signature des accords, ce qu'on appelle la paix, et une fois on a annoncé la paix, on a morcelé le territoire, donc il n'y avait plus de mobilité entre les villes palestiniennes. On a commencé à voir ce que c'est checkpoint, et donc pour se rendre à l'université c'est devenu une mission impossible. Pire encore, j'étais ingénieur à l'époque, je suis devenu sociologue finalement, ingénieur, et là, en fait, sur le checkpoint, ils vérifiaient nos cartes étudiants, pas d'identité. Donc, en plus de la carte d'identité, il fallait vérifier les cartes d'étudiants parce qu'on était jeunes, 18 ans, ils savaient qu'on était étudiants. Et dès qu'ils voient ingénieur, ils nous mettaient à côté pour nous pénaliser, pour nous humilier de plus. Les ingénieurs à l'époque de l'université de Birzeit étaient visés par les soldats, et parce qu'il y avait aussi la question des attentats dans les années 90. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que je termine mes études comme mes camarades qui partagent, enfin, qui étaient avec moi, mais qui étaient inscrits à l'université 10 ans avant moi, parce qu'ils ont fait 10 ans de prison. Est-ce que je vais faire la même chose? Je vais devenir ingénieur 10 ans plus tard, après avoir fait 10 ans de prison et encore 5 ans d'études, ou est-ce que je change d'avis, je retourne à l'université de Bethléem, où là, il n'y a pas la discipline, enfin, il n'y a pas l'ingénierie, en fait, il n'y avait pas cette spécialisation, où je fais la comptabilité, qui était la meilleure spécialisation offerte par cette université. Du coup, j'ai dit, j'arrête, après 1 an et demi d'études, et je suis retourné à Bethléem. Une fois je terminais, et je termine là-dessus parce que je ne voulais pas monopoliser la parole, pourquoi je suis venu en France? C'était ça la question, et c'est la question que je me suis posée de nouveau à partir de 7 octobre. Je parlais anglais. Le plus simple pour moi, en fait, le système en Palestine, c'est un système anglais. Voilà, c'est plus simple d'intégrer une université en Angleterre ou aux États-Unis. Mais à l'époque, il y avait la guerre en Irak. Et je me souviens de Villepin quand il a parlé à l'ONU contre l'invasion américaine de l'Irak. Et pour moi, je dis voilà, la France, c'est déjà le pays de la Révolution. Aussi, c'est la France qui s'oppose à une agression injuste contre un pays arabe, où on sait maintenant que c'était fabriqué par des mensonges, et on a détruit un pays, on a tué 2 millions, même on n'a pas dit pardon. Et puis, voilà, donc c'était la France. Il y avait une annonce dans le journal pour les bourses, venir faire... Voilà, j'ai envoyé mon dossier, j'ai été sélectionné, je suis venu ici. Je me pose la question, quelle image dégage la France aujourd'hui à l'étranger entre De Villepin, qui était considéré de droite, toujours, et maintenant avec le nouveau dirigeant qui dirige ce pays. Je trouve que c'est triste, il y a un décalage important. Et la première question que je me suis posée lorsque cette guerre génocidaire a commencé, qu'est-ce que je fais ici? Parce qu'on était en deuil et on n'avait même pas le droit de s'exprimer. Et deuil à distance, c'est déjà lourd, et n'ayant pas le droit de m'exprimer, je dis, alors est-ce que c'est la France que je connais, la France que j'ai aimée, la France
voilà, que j'ai choisi parmi d'autres pays que j'étais obligé. Voilà, je trouvais mon plaisir à apprendre le français pour faire mes études ici et la France qui est devenue aujourd'hui. Donc, entre-temps, j'ai fait 3 masters et j'ai fait un doctorat de sociologie. Les 4 mémoires traitent de la Palestine. Donc, c'est toujours la question palestinienne, sur laquelle peut-être c'est des questions sur lesquelles on peut revenir plus tard. Merci. Je relis la question parce que du coup c'était un peu émouvant. C'est bon. Merci déjà pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous toutes et tous. Moi, ce qui me relie à la question de la Palestine, c'est le racisme. Le racisme ici en France. Donc moi, je suis française. J'ai grandi, je suis née ici, de parents nés ici, de grands-parents nés en Algérie. Et en fait, quand j'étais petite, je me pensais française, comme tout le monde, quoi. Je me posais pas trop de questions. Et à partir de l'adolescence, on a commencé à me demander d'où je venais, à m'assigner à des choses. Voilà, vous savez ce que c'est l'assignation raciale, quoi. On vous assigne à des choses qui vous correspondent pas. Et je pense que c'est cette expérience du racisme qui m'a j'ai pas compris tout de suite, en fait. J'ai eu un engagement pour la Palestine dès que j'ai été adolescente. Et à la fois, j'avais un engagement contre le racisme qui était important pour moi. Et en fait, j'ai mis longtemps à faire le lien entre ces deux questions. J'ai mis vraiment du temps à comprendre que, en fait, quand je militais pour la Palestine ou quand je militais contre le racisme, c'était exactement la même chose et c'était la même source. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, quand ce qui se passe aujourd'hui, qui est encore plus, le traitement médiatique, il a toujours été difficile, je pense pour les Palestiniens et pour les Arabes en général. Et là, particulièrement depuis l'année dernière, ce qu'il faut qu'un grand nombre de personnes entendent, c'est que quand les politiciens, les médias parlent des Palestiniens comme de gens qui ne sont pas vraiment des humains, comme de gens qui ne méritent pas qu'on les pleure, comme vous avez certainement vu cette séquence où on compare des enfants palestiniens et des enfants israéliens en disant que quand ils meurent, c'est pas la même chose parce que ils n'auront pas la sensation qu'on aura violé tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre, etc. C'est de la déshumanisation pure. Et je pense qu'il faut entendre que, en fait, cette question de déshumanisation, elle nous touche toutes et tous, toutes les personnes non blanches en France. En fait, on sait que ces discours qui visent les Palestiniens, ils nous visent aussi. On sait que c'est notre propre déshumanisation à laquelle on assiste. Et du coup, c'est mon engagement pour la Palestine. Bon, c'est pas facile. Après ces 2 interventions très personnelles, je vais bien vous ennuyer avec ma parole qui représente une institution. Mais bear with me. Donc, pour répondre à la question, peut-être resituer aussi ma parole de cette institution que je représente, qui est donc l'Office national de diffusion artistique, que certains d'entre vous connaissent, mais en tout cas, c'est un organisme qui a été fondé en 1975 avec la mission de soutenir la diffusion du spectacle vivant contemporain en France. Et avec la volonté de soutenir les lieux et les responsables de programmation dans leur prise de risque artistique. La mission a pour aussi résumer la mission internationale de cet organisme qui est assez unique. C'est un peu le seul organisme qui a la mission de favoriser la représentation de culture étrangère sur les scènes françaises. Et c'est à partir de ce prisme-là qu'on va un peu discuter le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, c'est peut-être ça fait à peu près 10 ans que l'ONDA, dans son travail d'accompagnement des structures de diffusion en France, aborde la question de la diffusion avec une attention beaucoup plus grande sur les questions de contextualisation et avec une attention sur
comment aborder la question de la visibilité artistique sur une autre temporalité que celle de la visibilité médiatique. Donc, les questions de coopération internationale, le rapport à des artistes et des scènes étrangères, les liens qu'on peut tisser, comment faire pour qu'elles soient contextualisées et donc qui prennent en compte non seulement le produit final qu'on présente sur les scènes, mais qui prend en compte aussi les conditions de production, les conditions de production des spectacles, mais également les conditions de diffusion, donc de la circulation et de l'arrivée des spectacles en France sur les scènes et comment ils sont abordés. Pour revenir sur un peu l'histoire ou l'historique de l'attention sur la Palestine et le travail qui a été fait, donc depuis ces 10 ans, il y a ce travail aussi qui prend en compte, qui regarde un peu quelles sont les cultures présentes sur les scènes en France et quelles sont les voix qui sont moins visibles. Et c'est là, en fait, à cet endroit-là qu'il faut faire plus de travail. Depuis 2019, on a voulu entamer une série de rencontres en Palestine, avec la Palestine et sur la Palestine. Et en tout cas, la tentative de monter ce projet raconte à quel point les obstacles sont nombreux. Ce projet de série de rencontres a été reporté, je crois, au moins 3 fois. À chaque fois pour des raisons différentes. Et finalement, il a pris une forme concrète qui a commencé en 2021 finalement, avec un parcours une série de rencontres sur le Liban et la Palestine, qui, avec plusieurs partenaires en France, mais aussi en Palestine et au Liban, il y a eu plusieurs rencontres, dont une rencontre qui a eu lieu en mai 2022 en Palestine, à laquelle avaient participé une quinzaine de responsables de programmation dans des lieux de diffusion en France. Dans la construction de ce programme, on a vraiment porté une attention sur le lien avec les différentes structures, ou en tout cas artistes palestiniens, dans leurs différents endroits de travail, en prenant conscience de la fragmentation qui est de fait subie dans cet espace-là. Donc on a été attentif à ce qu'il y ait des rencontres avec des artistes qui sont en Cisjordanie, qui sont à Gaza, alors avec l'impossibilité de faire une rencontre physique, mais il y a eu des rencontres en ligne et une implication d'artistes gazaouis. La diaspora palestinienne, qu'elle soit dans des pays arabes ou dans d'autres pays, y compris en France, les artistes palestiniens indépendants, en tout cas, qui travaillent et qui essayent de développer un théâtre ou en tout cas des arts de la scène indépendants à Haïfa par exemple. Et en tout cas, ce travail, il a été sur du long cours, donc entre 2019 et ça continue. Et ça a fait que non seulement on a pu répondre à des besoins des structures de diffusion, c'est-à-dire l'ONDA est vraiment cette structure intermédiaire, donc on apporte du conseil, du travail sur la mise en lien, mais aussi du soutien financier. Et donc, il y a eu une identification de besoins de structures de diffusion qui souhaitent s'engager sur la question et d'inviter des artistes et être en lien avec des structures palestiniennes, jusqu'à peut-être où on peut peut-être s'arrêter là et revenir sur des exemples plus concrets plus tard. Voilà. Pour le dire avec le moins de nuances possible. Merci beaucoup, merci Astrid pour cette invitation et merci aussi à Chef. Je voulais dire un truc, c'est qu'on est sur une scène de théâtre et comme je viens du théâtre, ça fait très bizarre après toute cette année. On a dit beaucoup de mots. On a dit beaucoup de mots très tôt, depuis très tôt, dans des théâtres.
Et du coup, il s'est formé une espèce de vase. Je ne sais pas si vous voyez, j'en ai pris un extrait avec. Vu qu'en plus, on est dans un pays où j'ai entendu dire qu'il fallait faire quand même un petit peu attention à ce qu'on disait et tout, je me suis dit que j'allais commencer par un petit rituel de tartine de vase. Alors, c'est ma tartine de vase que je prends toujours avec moi en voyage. Quand je viens en France, c'est de l'eau dentifrice. Parce qu'on fait attention à ce qu'on dit. Ça fait pas trop de taches. Voilà, je vois qu'il y a un petit verre d'eau qui a été mis, c'est parfait. Pardon pour la tartine. Voilà. On a dit beaucoup de mots. Et puis aussi, donc s'il faut dresser un tableau de la question de Palestine sur scène cette dernière année, pas vu grand-chose. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été annulées malheureusement. Donc ça c'est le tableau de ce qui manque. Et puis j'ai pris aussi un peu de sang de théâtre pour faire des effets un peu plus effrayants, si jamais. Je pense qu'on n'en a peut-être pas besoin aujourd'hui. Voilà. Mais je me suis dit que pendant que je parle, je ne sais pas si on entend, pendant que je parle, ouais, ça va, c'est bon. Donc pendant que je parle, ça goûte. D'accord ? Voilà. Ça goûte pour toutes les tentatives un peu vaines qu'on a eues d'essayer de parler de la Palestine dans les théâtres depuis un an en tout cas, un peu plus déjà maintenant. Et je dois dire que du coup, merci. Voilà. Ça fait plaisir que ce genre de moment puisse advenir. Alors, comment mon lien, tout ça, alors c'est facile. Je suis née dans les mensonges, à Genève, dans une famille très particulièrement ouverte d'esprit et appartenant à une communauté plutôt sioniste. Et c'est à peu près à la même époque, c'est-à-dire l'hiver 87-88, que j'ai compris, découvert, grâce à des amis à l'école, d'origine libanaise en particulier, un qui s'appelle Alex Baladi, avec lequel j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Décret Ravage, que je grandissais dans un certain nombre de mensonges. Et c'était assez troublant de voir tout d'un coup des personnes que je considérais comme des exemples moraux être en incapacité, mais vraiment incapacité qu'on ne va pas développer ici, à m'expliquer si oui ou non, quand on dit les mots Israël et puis démocratie, c'est une contradiction. Et j'ai passé ensuite la plupart de mon adolescence à chercher la réponse à travers de très nombreuses manifestations. Et puis, comment dire, je suis arrivée à certaines conclusions qui m'ont amenée à essayer d'en parler sur scène, puisque voilà, j'ai fini par faire du théâtre. Et là, j'ai fait plusieurs essais, plusieurs tentatives malheureuses, évidemment. Et puis, il y a eu donc des allers-retours avec l'envie d'éviter d'essayer de raconter l'histoire, voilà. Et puis, il y a eu un moment où ça n'a plus été possible de ne plus essayer de raconter l'histoire, c'est-à-dire le contexte historique, c'est-à-dire remonter à la relation entre l'Europe impérialiste au XIXe siècle et la Palestine et l'endroit des artistes là au milieu.
Voilà, ça c'est ce qui a donné un spectacle une série de 6 épisodes intitulée Décrit Ravage, qui était une série consacrée à des artistes européens qui vont en Palestine avec les armées napoléoniennes ou juste avant ou juste après. Et jusqu'à maintenant. Voilà. 6 épisodes retracer à la fois, retracer l'histoire à travers le regard d'artistes européens qui ne comprennent pas où ils sont quand ils y sont. Et confronter ça avec des textes de théâtre du monde arabe qui ne sont pas traduits d'ailleurs en français pour la plupart, qui racontent les mêmes événements d'une autre manière. Bref, c'est un spectacle documentaire. Et documentaire, comment me taire à présent, c'est pour dire que c'est très difficile de faire des efforts artistiques légèrement pédagogiques pendant des si longues années, et puis ensuite de voir l'année qu'on vient de passer. Ça donne l'impression que, qu'on parle dans le vide. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, on a un peu changé de stratégie. On s'est dit qu'il fallait faire autre chose et créer des formes qu'on puisse jouer hors des théâtres, parce que les théâtres n'étaient plus forcément un endroit qui souhaitait une parole libre sur ce qui était en train de se dérouler, malgré le fait que les journalistes n'aient pas le droit d'entrer à Gaza. Il y avait depuis le début des personnes sur place qui envoyaient des vidéos, qui les postaient sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi le fait que quand on a un peu étudié cette histoire, on reconnaît assez facilement qu'est-ce qu'un massacre colonial, qu'est-ce qu'un nettoyage ethnique, qu'est-ce qu'une politique génocidaire. C'est des choses qu'on a déjà vues à la fois en Palestine et pour toutes les personnes qui sont descendants de personnes de pays anciennement colonisés, c'est aussi très reconnaissable. Et il n'y avait que un certain nombre de personnes qui ne voyaient pas ce contexte-là et à qui il fallait essayer de retourner les réflexes, en fait. Je ne vous parle même pas de l'Allemagne, j'ai vécu pas mal de temps en Allemagne, et là, pour les collègues, c'est vraiment encore plus difficile. Donc, on a créé des espèces de petits tracts théâtraux à jouer dans les théâtres ou pas, lors de situations comme celle-ci, afin de déjà essayer de décortiquer la question de comment réagir aux fausses accusations d'antisémitisme, par exemple. C'est-à-dire le fait que parfois l'insulte est si grande qu'on aurait tendance à réagir d'une manière qui ensuite est utilisée pour nous dire qu'on n'a pas été gentil. Et donc c'est des scénettes pour démêler qu'est-ce qui est là j'utilise le mot pogrom, là j'utilise un autre mot, et qu'est-ce que j'induis par là, etc. Qu'est-ce que c'est que... Bref, je ne vais pas vous refaire toute cette démonstration. La deuxième chose, c'était face aux milieux culturels ou face aux espaces dont on avait besoin pour créer des événements et des réunions, réunir des personnes pour parler de ce qui était en train de se dérouler, alors que les médias disaient pas forcément ce qui se passait, ou en tout cas avaient peur de le dire. Et donc, on avait tout de suite mis en place des sessions, ils appellent ça teach-in, des sessions où spontanément des personnes venaient parler avec des employés de théâtre de ce que ça pourrait être que ouvrir une conversation sur la Palestine. Et pour cela, on invitait des personnes comme Sbé, par exemple, qui est venu plusieurs fois à Bruxelles
et à Paris participer ou à Lausanne, je ne sais plus, pardon. Enfin voilà, on essayait de créer avec aussi Sandra Hichet des événements auxquels on conviait des artistes et des personnes palestiniennes et des chercheurs, chercheuses pour comment dire, c'est comme si les mots étaient empoisonnés, on n'arrivait plus à penser. Et on avait besoin collectivement de se les réapproprier et voilà, regarder des films ensemble et justement faire ces petits tracts théâtraux ensemble. Et une des choses aussi qu'on a essayé de représenter, c'était par exemple, qu'est-ce qu'on répond aux personnes qui nous disent « Ah oui, tiens, un événement sur la Palestine, c'est sympa, ouais, mais… » Et alors après arrive toute une série d'arguments. Qu'est-ce qu'on fait quand les personnes nous disent « mais on n'a rien fait pour l'Ukraine ou le Soudan ou la RDC, pourquoi est-ce qu'on ferait quelque chose pour la Palestine ?» Qu'est-ce qu'on répond aux personnes qui disent « ah non mais ici chez nous on n'a pas les mêmes temporalités, vous êtes des gens spontanés et tout ça ». Et nous, ici, on doit planifier les choses sur de longs mois. Ou bien, qu'est-ce qu'on répond aux personnes qui nous disent, par exemple, « ah, bah, c'est dommage, parce que vraiment, on n'a pas les mêmes spatialités. » Voilà, c'est pas les temporalités, c'est spatialité. Vous, la militance, c'est super, c'est dans la rue, sortez de là, allez dehors. Tandis que nous, ici, en fait, on a d'autres stratégies, etc. Donc, c'était chaque fois un peu, on avait l'impression qu'il fallait absolument s'unir et en même temps, il fallait forcément déranger un peu. Et je vais m'arrêter là. Et je reprends mon goutte à goutte plus tard. Je ne sais pas si c'était clair. C'est très clair. Okay. Tu poses ton goutte à goutte. Correct. Ma tartine de vin. Monira, on va revenir un petit peu. Parce qu'en fait, dans le début de la question, on n'a pas eu d'accès à ce qu'était BDS. Et du coup, je pense que ça peut être une bonne idée qu'à la fois, tu nous présentes et les enjeux de la campagne, en incluant la question, donc une des campagnes de BDS, c'est aussi la question du boycott culturel, qui est peu ou mal connue. Notamment, on sait que là, on s'inscrit à l'intérieur d'une institution culturelle et que la question du boycott de la culture peut avoir mauvaise presse auprès des artistes. Alors, il semble important de rappeler en quoi ça consiste réellement, déjà. Je dirais, et la présentation avec un axe sur le boycott culturel, s'il te plaît. Tout à l'heure, j'étais prise un peu par l'émotion et du coup, je n'ai pas terminé de parler de comment je suis arrivée à BDS. Du coup, quand je me suis intéressée à la solidarité avec la Palestine, j'ai d'abord fréquenté des organisations historiques de solidarité avec la Palestine, où le contenu me convenait pas, parce que même si j'étais pas encore très formée et que j'étais très jeune, ça me convenait pas que tout le monde ait accepté. Tout le monde avait des revendications des frontières de 67 pour les Palestiniens et tout, et ça me convenait pas que tout le monde ait accepté la colonisation comme un fait qu'il fallait juste accepter, absorber et avoir des revendications qui n'étaient pas d'ailleurs forcément celles des Palestiniens. Du coup, je suis pas restée dans ces organisations-là et je me suis intéressée à la campagne BDS, et ce qui fait que plus tard, j'ai rejoint la campagne BDS. Et la campagne BDS ne porte pas du tout ce genre de revendications, d'État-nation sur tel parti ou telle partie, telle forme, un État, deux États, etc. La campagne BDS, elle a des revendications claires qui ont été établies par les Palestiniens. Il y a 3 revendications et elle parle concrètement de la situation des Palestiniens. C'est-à-dire que quand on dit un État, je veux dire, il y a encore des gens très sincères qui revendiquent la solidarité avec la Palestine et qui disent un État maintenant. Mais un État maintenant de quoi, sur quoi, comment, comment on fait. Et donc ça, c'est un truc abstrait, c'est du discours. Et du coup, ce qui m'a intéressé dans la campagne BDS, c'est que c'est de la solidarité concrète, c'est qu'il y a une stratégie. Et donc, les 3 revendications de la campagne BDS, c'est la fin de l'occupation et de la colonisation. Et ça va avec le démantèlement du mur. Vous savez qu'il y a un mur qui fait 800 km qui traverse la Palestine. La deuxième revendication, c'est l'égalité des droits et la fin de l'apartheid.
Et ça, pour moi, ça c'est une vraie question. Pour moi, toute la question de la Palestine, c'est la question de l'égalité. Et la troisième revendication, c'est le retour des réfugiés. Le retour effectif, le droit au retour, il existe dans le droit international, il y a une résolution de l'ONU et tout. Mais le retour effectif, comment on fait pour que les Palestiniens puissent rentrer? Et donc, ces trois revendications, quand on discute avec des Palestiniens, que ce soit n'importe quelle tendance idéologique, n'importe quel esprit, aucun Palestinien ne m'a jamais dit « je ne suis pas d'accord avec ces trois revendications ». Jamais. Donc parfois, il y en a qui trouvent qu'il faut aller plus loin, que ce n'est pas suffisant, qu'il faut soutenir plus de choses. Mais en tout cas, personne m'a dit « je ne suis pas d'accord avec ces trois revendications ». Donc c'est une base minimale pour une majorité de Palestiniens de revendications. Et ça, je trouve que c'est important. Dans cette campagne, je veux dire, les Palestiniens, quand ils ont lancé cette campagne, c'est 10 ans après Oslo, c'est en 2005. Ils ont bien compris que Israël n'avait pas l'intention de faire un État palestinien. Même les plus à gauche de l'histoire d'Israël, même Rabin, même les gens qu'on a valorisés comme des gens de paix, n'avaient pas l'intention de faire un État palestinien. Donc quand ils lancent la campagne BDS, on se repose sur nous-mêmes, on reprend en main notre destin, notre stratégie, et on va lancer une campagne qu'on va proposer au monde entier. Parce qu'évidemment, là où la campagne BDS elle peut se développer le plus, c'est pas en Palestine. Parce que ils sont dans des situations où ils sont dans une économie captive. Les Palestiniens qui vivent dans le territoire d'Israël, les Palestiniens de 48, ne peuvent pas tellement être ceux qui appliquent la campagne BDS. Ils peuvent la réfléchir, mais ils peuvent pas l'appliquer. Et du coup, c'est à nous de faire ce travail d'appliquer la campagne BDS. Donc, il y a le boycott économique que tout le monde connaît, où on refuse d'aller à Carrefour, puisque Carrefour a des complicités avec l'État d'Israël, des complicités avec la colonisation, il apporte un soutien logistique au génocide dans Gaza. Donc, il y a vraiment plein de campagnes comme ça économiques que tout le monde connaît. Et là, du coup, ce dont je vais parler, c'est plutôt les campagnes de boycott culturel, sportif, universitaire, parce que c'est celles qui sont le moins comprises et qui sont tout le temps en face, vraiment déformées pour en faire quelque chose de raciste, alors que la base de la campagne BDS, c'est une campagne antiraciste. C'est une campagne antiraciste et contre le colonialisme. Et du coup, la campagne boycott culturel, elle s'applique sur un fait très important, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre la politique et la culture. Il n'y a pas de séparation entre la politique et le sport. Il n'y a pas de séparation entre la politique et l'université. Et ça, c'est une base qu'il faut avoir en tête. En fait, ça n'existe pas. Et on a pu le voir cette semaine avec un match où tout le monde nous a expliqué que ce match n'était pas politique, mais tous les politiciens les plus pro-israéliens sont allés dans ce match en disant que c'était un symbole important. Mais c'est pas politique, c'est juste un symbole très important. Donc on s'est retrouvé avec un Stade de France quasi vide, et par contre Hollande, Sarkozy, il a un bracelet électronique qui va très loin. C'était un aparté. Et en fait, on se retrouve sans arrêt mis face à la culture, c'est pas de la politique, et la politique, c'est pas de la culture, etc. Et le lien intrinsèque entre la politique et la culture, non seulement il a toujours existé, mais il est utilisé par Israël, puisque en 2006, Israël a créé un programme qui s'appelle Brand Israël, où c'est un programme marketing, et Israël devient une marque comme McDo ou Nike. Et cette marque, faut la promouvoir à travers la culture, le sport, le tourisme et les échanges universitaires. Du coup, quand nous, on dit oui, mais la culture, elle doit être dégagée de la politique, etc., on s'applique ça qu'à nous-mêmes, puisque Israël ne l'applique pas, clairement. Et en réalité, personne ne l'applique. Je veux dire, le soft power, c'est quelque chose qui est utilisé par tout le monde, tout le temps. Ce programme Brand Israël, il décide d'ériger la culture en vitrine. Ça devient la vitrine d'Israël, et Tel Aviv, c'est le symbole de cette vitrine d'Israël. C'est-à-dire que à peu près tout ce qui se passe au niveau culturel et sportif
ça se passe à Tel Aviv. Et c'est la vitrine, c'est aussi le pinkwashing, l'instrumentalisation des luttes LGBT, avec une ville de Tel Aviv qui organise elle-même la Pride, qui n'est pas organisée par les personnes concernées, mais par la municipalité. Et donc tout ce système de washing, donc il y a tout, il y a greenwashing, pinkwashing, il y a utilisation d'absolument tout. Si on doit lutter contre ça, si les Palestiniens doivent lutter contre ça, contre la grande démocratie, le pays progressiste qui est vendu, eh ben, il faut forcément s'attaquer à la culture. Et quand on s'attaque à la culture, ça ne veut pas dire qu'on s'attaque à des personnes, ça veut dire qu'on s'attaque à des institutions. Et ça, c'est un des points hyper importants parce que en face, toute la propagande pro-israélienne essaye de dire qu'on boycotte des individus parce qu'ils sont israéliens. Or, c'est complètement en dehors du cadre de BDS. BDS a des guidelines très claires sur il n'y a pas de boycott des individus, c'est un boycott des institutions culturelles. Pour donner un exemple très précis, si un artiste israélien vient se produire en France et qu'il n'est pas accompagné, subventionné par l'ambassade d'Israël, le ministère de la Culture israélien, etc., on ne le boycotte pas. On le laisse faire son concert, il n'y a pas de souci. Le boycott, il intervient quand c'est l'ambassade d'Israël, le fonds Rabinovitch pour les films, quand c'est des institutions israéliennes qui apportent la dimension politique de l'événement. Donc ça, il y a un organe spécifique qui s'occupe du boycott culturel qui s'appelle le PACBI et qui, depuis le début de la campagne BDS, gère spécifiquement les questions du boycott culturel universitaire. Au niveau du sport, par exemple, il y a un milliardaire israélo-canadien qui s'appelle Sylvan Adams qui, il y a 3 ans, a décidé de s'acheter une équipe cycliste. Il a dit, moi, je veux participer au Tour de France, donc je vais acheter une équipe cycliste et on va aller mettre Israël au Tour de France. Et donc ils décident de faire ça. Ils lui disent, mais il n'y a pas de fédération cycliste en Israël. C'est un sport qui n'est pas pratiqué. Il dit, c'est pas grave, je vais le faire. Donc il fabrique un stade, il finance tout ça, etc. Et il emmène son équipe au Tour de France. Et son équipe, elle s'appelle Israel Startup Nation. Et donc le jour où il est interrogé par France 3, parce qu'ils se disent c'est bizarre, c'est pas les autres noms d'équipe, ils ont des noms de marque, il y a l'équipe, il y a des noms de marque. Et en fait, ils lui disent c'est quoi votre marque à vous? Et en fait, il dit moi, ma marque, c'est Israël. Je viens pour promouvoir l'État d'Israël. Et donc, il l'assume clairement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Hein. C'est un petit reportage de France 3. C'est pas un reportage de sombre gauchiste pro-palestinien. Hein. C'est un truc très qu'on peut retrouver très facilement. Et donc, en fait, il explicite. C'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, c'était très caché, le programme Brand Israël. Et maintenant, il y a carrément des gens qui explicitent ça. Et donc, lui, carrément, il l'explicite. Il dit ma marque, c'est Israël. Je viens promouvoir Israël. Je fais de la diplomatie, etc. Et donc, dans le petit reportage de France 3, ils disent en fait, un pays qui est tout le temps associé à la guerre, sa façon de reprendre le dessus sur son image, c'est d'avoir ce genre d'initiative culturelle, sportive, etc. Donc c'est hyper important et c'est d'autant plus important que quand il y a des gens qui disent sincèrement nous on veut soutenir aussi les artistes israéliens, etc. Et c'est d'autant plus important parce qu'il y a des artistes israéliens, il y en a peu, hein, on ne va pas se cacher, il y en a peu, mais il y a des artistes israéliens qui refusent d'avoir des financements d'institutions israéliennes. Et si on veut soutenir des Israéliens, des artistes israéliens, on a mieux compte fait de soutenir ceux qui refusent d'avoir des financements de l'État d'Israël et qui refusent de jouer le jeu de la propagande d'Israël. Donc c'est hyper important parce que ce programme, il y a un programme israélien qui s'appelle la Hasbara Marketing, qui a été mis dans un ministère qui s'appelle le ministère des Affaires stratégiques. Donc il y a un organe de Hasbara Marketing dedans et il y a un organe de lutte contre BDS. Donc ça va ensemble aussi, vous voyez, c'est les deux jambes, quoi.
Et donc voilà, c'est vraiment important d'avoir en tête ça. Et c'est comme pour le boycott universitaire. Le boycott universitaire, il est très incompris. Les gens se rendent pas compte à quel point le boycott universitaire, il repose sur des faits de complicité de l'université israélienne avec l'armée israélienne. Et donc, par exemple, je vais donner un petit exemple, c'est l'université d'Haïfa. L'université d'Haïfa, c'est un exemple très intéressant parce qu'en avril 2024, c'est une femme d'origine palestinienne qui a été nommée rectrice de l'université. Et donc, l'idée, en faisant ça, en mettant une femme arabe à la tête de cette université, l'idée, c'était de brouiller les pistes, de dire, en fait, cette université, il n'y a pas de problème, regardez, il y a une femme arabe à la tête de l'université. Et c'est ce qu'ils font à chaque fois. À chaque fois que vous parlez de l'apartheid, on vous dit, oui, mais il y a un juge palestinien ou il y a un arabe à la Knesset. Ça n'empêche pas qu'il y a un régime institutionnel d'apartheid. Pour l'université, c'est pareil. Donc, elle devient Mouna Maroun. Elle est nommée en avril 2024 rectrice de l'université d'Haïfa. Et donc, elle va dans les médias pour dire l'université d'Haïfa, c'est un oasis de paix. On ne peut pas soutenir le boycott universitaire parce que ici, c'est la paix. Ok. Donc, quand on regarde ce que c'est l'université d'Haïfa, c'est des partenariats avec les entreprises d'armement Elbit Systems et Rafael. Donc, deux entreprises dont l'armement est en train de participer au génocide contre les Palestiniens et au massacre sur le Liban. Dans cette université, il y a un cours sur la commercialisation d'armes. C'est dans cette université qu'ils ont développé la commande à distance du bulldozer Caterpillar pour détruire les maisons des Palestiniens. Cette université aussi se vante qu'un étudiant a créé une armée de robots pilotes qui a été générée par une intelligence artificielle pour l'effort pro-israélien sur les réseaux sociaux. Donc en fait, tout ça, c'est fait dans cette université. L'université, elle est vantée pour ça. Et en face, on dit, mais il ne faudrait pas faire du boycott universitaire, alors que les universités servent à ça. Cette université, par exemple, elle a été créée avant l'État d'Israël. Elle date de 1918, il me semble. Et elle a été créée par la Haganah. La Haganah, c'est l'ancêtre de l'armée israélienne. C'est une milice sioniste qui a participé à commettre les massacres dans les villages avant la création de l'État d'Israël. Et donc, je vous donne une référence comme ça sur le boycott universitaire. C'est Maya Wind, d'ailleurs, qui va venir à Lyon en décembre, à l'université. Elle a écrit un livre, justement, où elle raconte tout ça sur les universités. Et elle explique notamment qu'il y a 3 établissements supérieurs qui ont été mobilisés pour commettre la Nakba en 1948. Et l'université dont je vous parle, donc l'université d'Haïfa, elle fait partie de ces 3 universités qui ont été mobilisées pour participer à la Nakba contre les Palestiniens en 1948. Donc c'est carrément, ces universités étaient des bases militaires avec donc celle-ci et puis l'université hébraïque de Jérusalem et l'Institut Weizmann. Donc c'est en gros sur ça que reposent ces campagnes de boycott universitaire, boycott culturel, boycott sportif. Mais voilà, peut-être qu'on pourra creuser après si on a le temps. Merci. On va rester dans les universités d'ailleurs. Il marche, on est d'accord, oui. Il y a un an, maintenant un peu plus d'1 an, tu as publié un entretien pour l'humanité où il était question du climat dans le milieu académique et où tu pointes la stigmatisation subie par les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur les pays arabes. Et j'aimerais à la fois que tu nous en dises les grands enjeux, de comment elle se formalise, quelle forme elle prend, cette stigmatisation et parfois cette répression, et que tu nous donnes un an après une image de l'évolution de ce climat dans les universités. Merci. Ça date maintenant. C'était juste après, une fois la guerre a commencé. Donc, on a constaté la première chose qu'il y avait quand même des emails qui commencent à arriver. Et vous entendez, c'est ça? Oui. Donc, on commence à recevoir des emails des présidents des universités, le CNRS. Attention, c'est une question très chaude, il ne faut pas en parler. Donc, on demande déjà
aux spécialistes de ne plus s'exprimer. J'avais une intervention le 10 octobre, en fait, à Jussieu. C'était quelque chose de prévu de longue date. J'arrive, il y avait tous les agents de sécurité qui étaient mobilisés. On arrive, voilà, donc je rentre déjà dans l'amphi, il y avait des mots en hébreu. Il y avait Dror de BDS à l'époque, voilà, qui m'a expliqué que c'était des menaces. Donc on rentre déjà. Et c'était la première fois que je sens ça déjà en France. Je fais l'intervention, c'était sur les questions épistémologiques. Donc il y a la vice-présidente qui est venue, elle est restée. Elle a quand même gardé cette conférence. Malgré les menaces, elle a reçu des centaines d'emails pour annuler déjà. Enfin, je vous donne un exemple parmi d'autres. À la fin, je termine donc l'intervention et on me dit voilà, il faut sortir par la sortie des secours parce qu'on ne sait pas, il y a des gens devant l'université, donc voilà. J'avais l'impression que j'appartiens à un secte et non pas à un chercheur. Je dis qu'est-ce qui se passe ici? Bref. Plus tard, voilà, je suis invité à une autre université. Je vous donne juste un peu quelques éléments de contradiction. Enfin, il n'y a pas d'argent pour la recherche, il n'y a pas d'argent pour financer le trajet, etc. Mais là, j'arrive à l'université, le président avait mobilisé une entreprise privée de sécurité. Donc, je ne sais pas combien il a payé. En fait, au moins 100 fois le prix de mon billet de train. Et c'est pour nous fouiller, nous, en fait. C'est pas pour. Donc, on rentre. Voilà. Donc, je vous donne le contexte, un peu cette question de comment c'est dégradé rapidement à l'université. Le pire, c'était pas là. Le pire que, voilà, moi, si vous voulez, je parlais, voilà, j'étais précaire et c'est mon pays qui est en train d'être rasé des vents. Voilà, donc c'est pas ma vie, c'est pas trop important par rapport à ce qui se passe. Mais donc je demandais aux collègues qui travaillent sur la Palestine, qui connaissent un peu allez, exprimez-vous. Donc il y avait déjà la peur. Et lorsqu'il y a une collègue qui s'est permis, qui se trouve courageuse de transmettre un message qui a été envoyé par des étudiants qui étaient solidaires avec Gaza. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Cessez-le-feu. Ah, c'était un crime. Cessez-le-feu, c'est pro-Hamas. Donc cessez-le-feu, c'est l'apologie de terrorisme. Elle transmet le message et elle commence à recevoir des insultes, mais jamais vues, des insultes de la part de ses collègues. Comité de discipline. Donc l'idée, c'était vraiment intimider les chercheurs à ne plus parler. Et au lieu qu'on soit solidaire, on voulait être solidaire avec la Palestine, on essaye de se mobiliser pour être solidaire avec nous-mêmes ici. Parce qu'elle risque de perdre son travail. Et voilà, donc, et là, tout le monde a eu peur. Il y avait le processus d'intimidation qui a marché, je dirais. Et puis, le seul laboratoire, par exemple, qui travaille sur le monde arabe en France, qui n'arrive même pas à tenir une table ronde qui parle de la situation en Palestine d'un point de vue de recherche. Moi, j'étais employé de l'Aix-Marseille, l'université Aix-Marseille. Et donc avec une autre doctorante qui est inscrite aussi à l'université Aix-Marseille. Nous sommes de l'université, avec un laboratoire là-bas. La table ronde a été annulée 2 fois. Et j'ai jamais vu ça. On achète les billets, les billets, et on annule par téléphone. Donc pour ne pas laisser des traces. C'est uniquement parce que le président de l'université appelle le directeur du laboratoire et dit c'est annulé parce que c'est le préfet qui appelle. Pour revenir aussi à la question de BDS, le président, à certains moments, dans les réunions fermées avec les étudiants, ils disent voilà, c'est pas une question d'argument. On a reçu des consignes, il ne faut pas appliquer le BDS. Point barre, c'est pas une question d'argument ici. Pour l'Ukraine, on a reçu des consignes, il faut faire des boycotts tout de suite. Ça a été dit par un président d'université à Paris. Donc il y avait déjà ce contexte, on a peur. Si on accepte les invitations à la télé, il y a toujours les questions pièges.
Vous savez, en fait, la télé, c'est pas pour informer, c'est pour désinformer, piéger plutôt. C'est pas pour, c'est ça, il n'y a pas. Enfin, on parle pour rien dire. Et c'est comme ça se passe à la télé, surtout en France. Je dis, enfin, on a le droit de critiquer Israël, dépouiller Israël beaucoup plus qu'en France à la télé, et même dans les journaux, je dirais. Donc, il y avait ce contexte. Et je dirais que ce type de censure, ce qui existait depuis un an, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Sauf que voilà, c'est dense, c'est très visible et ça va trop loin. Alors que moi, j'avais vécu en fait ce type de censure bien avant. Et là, c'était une autre type de censure. Voilà, c'est ça ce qui me gênait. En fait, il y avait, vous savez, lorsqu'on fait la sociologie, la première chose qu'on apprend aux étudiants, c'est rompre avec les discours communs, avec les prénotions, avec tout ce qui va de soi. Sauf pour la question palestinienne. Moi, ce que j'ai remarqué lorsqu'on fait la recherche depuis la France sur la Palestine, il y a des limites. Il y a des questions légitimes, d'autres qui sont illégitimes, à occulter à tout prix. Parce que tout de suite, si on ose réfléchir en dehors de cette case, on est tout de suite casé comme militant. Donc, pas scientifique, engagé. Et là, en fait, il y a vraiment un mauvais regard vers l'engagement. Ça veut dire que si on dit, si on est humain, on est pour la justice, on est diabolisé. Enfin, c'est comme il voulait qu'on soit des machines, tout simplement, à être indifférent par rapport à une guerre ou à la tuerie ou n'importe. Voilà, ce que j'ai constaté, voilà, c'était l'un des problèmes, c'est lorsqu'on veut travailler sur un objet de recherche en Palestine, on commençait toujours par la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par la solution. Il faut avoir une solution qui nous permet de construire notre problématique. Alors on parle de cette solution de 2 États. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de sacré. On ne touche pas. Donc voilà, on commence par les 2 États, c'est le résultat. Et j'ai jamais vu en fait de recherche qui commence par la fin. Sauf que sur la question palestinienne. Donc j'arrive, il y a le paradigme démocratique, il y a le paradigme de développement, et je dis, mais c'est pas ça ce qui se passe en Palestine. Moi j'arrive depuis la Palestine, c'est pas tout à fait en fait là, c'est ce que ça me... Moi j'ai pas dit en fait pourquoi je suis venu en France, parce que j'ai travaillé dans une ONG pendant la 2e intifada. Il y avait un projet financé par USAID, par l'agence américaine de développement, qui finançait un projet sur l'analyse l'analyse des politiques de traitement de déchets. Vous voyez, enfin, analyse de politique de traitement de déchets, alors qu'à l'époque, l'armée israélienne avait envahi le territoire, l'ensemble. Donc, on avait compté à peu près 600 déchetteries à cause de morcellement de territoire et des checkpoints, etc. On avait 3 déchetteries avant la 2e intifada, on est arrivé à 600 déchetteries. Donc on vit dans une déchetterie, on n'arrive même pas à ramasser les poubelles, et les Américains financent un projet. Comment on peut imaginer les meilleures politiques? Est-ce qu'on va faire du recycling, ou est-ce qu'on va faire de landfilling, ou je sais. Donc c'était vraiment déconnecté. Il y avait les containers de poubelles qui ont été détruits. Donc voilà, je suis venu pour étudier cette question de développement avec un regard critique. Et là, je vois en fait les chercheurs, l'ensemble des chercheurs parlent de bienfaits de développement. Enfin, parce que tout simplement, on a occulté la domination de notre lecture. Ça, c'est la première chose qu'on fait. On a occulté les rapports de pouvoir. Donc, c'est la faute des Palestiniens qui sont incompétents. Donc, on enlève la structure. On ne parle plus de la structure. On ne parle plus de l'ordre établi en Palestine. Et on parle tout simplement de questions de compétences. C'est exactement traverser la rue pour trouver un boulot. C'est exactement ça, en fait. Pourquoi vous n'avez pas de travail? C'est parce que vous n'avez pas traversé la rue. Et donc, c'était cette façon de faire la recherche. Donc, je dis, mais ça ne va pas. Il y a un problème structurel. Et il faut parler, là, ça a été prononcé, le mot Nakba. Nakba, c'est catastrophe. C'est là, on a chassé 2/3 du peuple palestinien. Et supprimé 476 villages palestiniens de la carte. Donc, Nakba... Là, en fait, si on revient, si on veut être sérieux dans notre travail, il faut déjà décrire l'ordre établi. C'est quoi l'ordre établi en Palestine? C'est un ordre colonial. C'est quoi la question palestinienne? C'est une question de réfugiés, d'abord. Il y a 7 millions de Palestiniens qui sont réfugiés.
lorsqu'on réfléchit à Gaza aujourd'hui, par exemple, Gaza, c'est un camp de réfugiés, le camp de réfugiés le plus grand du monde. 2/3 des gens qui vivent à Gaza, dans la bande de Gaza, ce sont des réfugiés. Il n'y avait pas de bande avant 1948. C'était une ville. On a fait un camp de réfugiés. Donc l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, n'a pas commencé avec les accords d'Oslo, n'a pas commencé en 67 et n'a même pas commencé en 48 parce qu'il y avait le transfert avant. Donc, lorsqu'on veut être sérieux, il faut vraiment imposer ce cadre. Alors, comment peut-on imposer ce type de cadre d'analyse de paradigme colonial si on envoie un article à une revue scientifique? Et moi, là, je considère que c'est un élément de compte. Dans un contexte colonial, et j'essaie de le dire rapidement pour aller poser ma question de recherche dans l'article, et je reçois le retour des évaluateurs. Comment oses-tu parler de la seule démocratie au Moyen-Orient comme contexte colonial? Donc, pour expliquer, pour quand même documenter un élément de contexte, il faudrait venir chercher un article qui parle du paradigme colonial en Palestine. Il y a un article orphelin qui a été fait par Rodinson, publié par Sartre en 67. Donc il faut le citer, il faut perdre de l'espace, il faut, voilà, donc un article qui normalement, qui vous prend, si vous parlez des tomates ou je ne sais pas quoi, qui vous prend 2 semaines, c'est un article qui va prendre 4 ans, si jamais il est publié. Y compris lorsqu'on vous demande des articles. Voilà, si je vais écrire un article, ça va vous déranger. Si, écrivez, après silence, il ne publie pas. Donc comment on peut aborder la question palestinienne avec ce type de censure implicite, si vous voulez, avec cette question de problématique légitime et illégitime? On a déjà imposé le cadre dans lequel on peut travailler. Donc à cela s'ajoute la question de ne plus s'exprimer. Donc voilà, moi je pensais tout de suite à un article de Pierre Bourdieu lorsqu'il parle en fait des juristes, enfin il parle de juristes mais il parle de tout le monde en fait. Il parle de l'hypocrisie collective en fait. Comment on peut maintenir une hypocrisie collective, ce qui a été dit tout à l'heure. C'est tout simplement oui mais c'est pas le même espace, oui mais c'est pas la même temporalité, oui mais oui. En fait le oui et mais c'est tout simplement c'est comment on peut devenir des gardiens de cette hypocrisie collective. Et là, en fait, dans cet article, moi, je me suis dit, en faisant la recherche, et moi, j'essaie de faire de mon mieux, mais après, voilà, on va payer. Parce que si on n'arrive pas à publier des articles, on n'a pas de carrière. On n'arrive pas à te recruter. Et c'est eux qui bloquent la publication des articles. Ils vont te dire, oui, mais tu n'as pas assez publié, tu sais. Enfin, ils ne savent pas l'effort derrière. Donc, il y a ça. Donc, on est déjà, il y a ce contrôle à l'entrée. Ceux qui arrivent, ils sont intimidés, ils ont peur. Lorsque je pense à François Burga, c'est pas la peine qu'on soit d'accord avec son analyse. Mais au moins, François Burga, il était à la tête de l'Institut de recherche au Moyen-Orient, l'IFPO. Et l'IFPO s'est associé au ministère. Donc, c'était quelqu'un reconnu non seulement comme chercheur, mais aussi reconnu par le pouvoir politique. C'était l'expert. C'est François Burga qui a plus ou moins formé des dizaines de chercheurs. Là, il suit un procès d'apologie de terrorisme. Mais dans quel monde on vit? Donc là, si Burga, en fait, lui arrive ça, imaginons les précaires, imaginons les doctorants dans quel état ils se retrouvent. Moi, il y a des doctorants, je dis, qu'est-ce que je fais? Moi, ceux qui me demandent, moi, j'ai une bourse pour venir travailler, faire un doctorat en France, je dis, ne venez pas. Ne venez pas, il n'y a pas, enfin, déjà, vous n'arrivez pas à dire ce que vous voulez. Cette question de liberté, c'est une fausse question, parce qu'il y a tellement de contraintes au nom de la scientificité, parce qu'on le sait. Et ça, c'est pas uniquement, je dirais, pour la Palestine. La Palestine, c'est vraiment très visible et très violent. Mais moi, je vous rappelle aussi, pour les Gilets jaunes, pour tout ce qui est mouvements sociaux, dès qu'il y a un sociologue qui essaie d'expliquer, on va avoir une approche compréhensive, de comprendre pourquoi il y a des mouvements sociaux, pourquoi il y a telle action et telle action, et il est tout de suite accusé de justifier les actions. Et à certains moments, il y a certains hommes politiques qui disent, voilà, on en a marre de ceux qui justifient. Donc expliquer, ça devient justifier. Donc expliquer ou comprendre, c'est notre travail. Lorsqu'on travaille
dans ce social, c'est soit expliquer, soit comprendre. Lorsqu'il dit on n'a pas le droit d'expliquer ou comprendre tout mouvement de contestation, là c'est grave. Donc ce qui se passe, c'est vraiment grave. C'est pas uniquement juste pour la Palestine, c'est pour l'autonomie de la recherche, je dirais. Donc il y avait ça. Et lorsque, en fait, si on s'exprime et on est à côté du pouvoir, là, on est scientifique, on est tout sauf militant, voilà. Et lorsqu'on s'exprime, mais on est à côté tout simplement de ceux qui subissent l'injustice, là, on est militant, on est engagé, on a perdu un peu notre neutralité axiologique, et voilà. Donc, la Palestine, pour moi, c'était une sorte de laboratoire qui a révélé quand même, en fait, les lacunes dans lesquelles on est en train de vivre dans ce monde de recherche. Et je crois, en fait, c'est une sorte d'alarme. Donc, moi, j'en avais marre et je parlais avec cette journaliste et je dis, voilà, moi, j'ai pas envie d'être un peu le gardien de l'hypocrisie collective. Et donc, voilà, à ce moment-là, je voulais juste partir. Enfin, j'étais un peu coincé parce qu'il y a mon fils ici. En fait, sinon, j'allais partir. Mais parce que je me sentais pas du tout bien. Enfin, on sait que notre savoir vaut rien du tout. C'est pas écouté. Et si nous, les spécialistes qui connaissent la question et qui ont travaillé 20 ans là-dessus, on n'a plus le droit de parler pendant un moment grave comme ça et on laisse le demi-savant qui parle à la télé, je ne sais pas pourquoi, et c'est eux qui vont tout simplement construire l'opinion publique et établir plus ou moins les politiques de la France concernant cette région. Donc là, je me suis dit, à quoi ça sert en fait de faire à quoi bon. Et voilà, donc dans cet article, si vous voulez, il y avait des choses qui sont devenues visibles, mais moi je dirais qu'il y a quand même ce processus de censure qui existe déjà, qui était tacite depuis quand même longtemps, et c'est pas un hasard lorsque Rodinson, il est de confession juive, lorsqu'il a écrit cet article Israël fait colonial, il a été traumatisé par cet article. Il n'avait plus envie d'entendre parler de cet article. Et moi, je me souviens d'un doctorant de lui qui m'a dit « J'ai cité l'article de Rodinson et je suis allé le voir et j'ai dit « Écoute, je suis content, j'ai découvert ton article. » Il a fermé ses oreilles. Il ne voulait même pas que je parle de cet article parce qu'il a été tellement traumatisé. Il a été considéré comme traître de la cause. Et juste, il suffit de se souvenir comment Sartre a préfacé cet article en disant « Oui, mais Rodinson, ok, d'accord, mais voilà, pour nous, les Européens, on ne peut pas oublier que les Israéliens sont juifs. » Donc là, se pose de nouveau la question de l'histoire européenne. Et là, c'est aussi un problème dans les sciences sociales, lorsque il y a l'eurocentrisme, on essaye d'imposer notre regard, notre histoire pour comprendre, en fait, pour saisir la réalité des autres. Donc il y a cette idée qui était toujours... Et là, en fait, l'amalgame quand on fait entre l'antisémitisme et l'antisionisme, donc ça vient de là aussi, parce que c'est l'eurocentrisme aussi. On ne peut pas, en fait, lire l'histoire des autres, sauf qu'à travers le regard qui est construit ici en Europe. Je m'arrête là, peut-être. Dans ce contexte-là, la scène artistique qu'on aurait pu rêver à même de s'affranchir de ces difficultés et de ces rapports de force, en fait, elle ne s'en affranchit pas. Et pour preuve, donc, il y a un théâtre en Palestine qui s'appelle donc, le Freedom Theater, qui est situé dans le camp de réfugiés de Jénine, au nord de la Palestine occupée, qui a été créé en 2006. Qui est un théâtre donc, qui travaille activement depuis 2006 et encore qui a un héritage plus ancien, un autre théâtre, et qui jusqu'à en fait très récemment a eu du mal, alors que c'était sa vocation de faire tourner ses pièces et de les inscrire en Europe et particulièrement en France sur les scènes institutionnelles, a du mal à faire circuler son travail jusqu'à en fait assez récemment au Royaume-Uni avec The Siege. Dans une tournée en 2017, donc on est 11 ans après la création du théâtre, pour une tournée donc sur les théâtres institutionnels au Royaume-Uni. Et puis récemment, on a un autre spectacle qui s'appelle Here I Am, donc Ici je suis, qui a été créé en 2017 par
Zoé Laferty, qui est une collaboratrice phare du Théâtre de la Liberté, donc le Freedom Theater, depuis sa création. Ahmed Tobassi, qui est jusqu'ici le directeur artistique du théâtre. C'est une pièce qui est écrite à partir de sa vie par l'écrivain irakien Hassan Abdul Razak, qui, alors sa vie, au sein du camp de réfugiés de Jenin, il est passé par la résistance armée, il a pris les armes avant de faire du théâtre. Et cette pièce, c'est avec cette pièce que le Freedom Theater est parvenu à atteindre les scènes institutionnelles françaises, puisque juste ici, sa diffusion était limitée, cantonnée au réseau militant et associatif. Le spectacle, il est déjà arrivé en France en 2019 et en 2022, mais majoritairement grâce à un réseau de soutien français qui s'appelle les Amis du Théâtre de la Liberté, et qui, pour faire circuler ce spectacle, a commencé à louer des salles. Et donc, vous connaissez le système, on mise sur la rentabilité de la billetterie, qui n'est jamais rentable, pour amener le spectacle en France. Mais ensuite, à partir de là, octobre et décembre 2018, ce spectacle a enfin atteint les scènes institutionnelles. Et ça reste surprenant. Pourquoi ? Parce que l'enjeu de l'inscription des pièces dans le champ mondialisé du spectacle vivant se pose pour tous les théâtres des territoires occupés et de Jérusalem. C'est très compliqué, cette inscription, sur nos scènes, en France encore particulièrement. Et le Freedom Theater, dans cet écosystème théâtral palestinien, est sans doute, il faut le dire, le théâtre le plus radical. C'est un théâtre qui revendique la lutte contre l'occupation et contre la colonisation, et qui revendique la lutte sous toutes ses formes. C'est pourquoi ça peut être surprenant que le premier spectacle qui a une tournée institutionnelle en France soit signé par le Freedom Theater. Et c'est à ce sujet-là que, Géoliane, j'aimerais que tu nous racontes, puisque ce spectacle, il a réussi à atteindre les scènes institutionnelles, à mon avis, en grande partie grâce au soutien de l'ONDA. Et j'aimerais que tu reviennes sur cette genèse de cet accompagnement, son processus, voir les défis qui ont pu se poser. Oui. Alors, pour reprendre là où je m'étais arrêtée au début, peut-être dire que nous, à notre endroit à l'ONDA, on est vraiment donc à l'écoute des besoins des structures de diffusion. Et quand on a commencé à travailler sur le parcours, donc cette série de rencontres Liban-Palestine, un de nos partenaires était aussi le théâtre Freedom Theater, et c'était prévu que quand le groupe se rend en Palestine, puisse aller voir un spectacle dans le camp de Jenin, donc dans le théâtre, chose qui n'a pas pu avoir lieu à cause de la situation sécuritaire le matin même. Ce qu'il faut dire peut-être par rapport à cette évolution de la présence de ce spectacle, de passer du réseau activiste au réseau institutionnel. Moi, j'ai vu le spectacle à sa création à Londres en 2017. C'était dans le cadre du festival Shobak, qui est un festival sur les arts et la culture dans le monde arabe, qui se déroule dans différents lieux à Londres. Déjà se dire que le spectacle entre 2017 et 2022 n'a pas pu arriver en France, même dans le réseau non institutionnel, ça dit quelque chose. Un autre point de bascule, c'était vraiment le moment où il y a eu un travail collectif. Donc, je ne veux pas dire que l'ONDA a initié, l'ONDA a pu soutenir, parce qu'il y a vraiment plusieurs structures en France. Elles ne sont pas très nombreuses, et je me dis, c'est probablement pour ça qu'on fait face beaucoup moins à ce que j'entends par rapport au domaine de la recherche. On fait beaucoup moins face à des situations de friction, parce qu'il y a beaucoup plus de silence, on va dire. Parce qu'il faut parler pour que les choses se fritent. Par contre, celles et ceux, donc les structures qui se sont mises en réseau et qui ont voulu faire une action, en tout cas collective, ont bénéficié de cette collectivité pour pouvoir défendre la première tournée institutionnelle du Théâtre de la Liberté de Jenin, qui s'est produite, en fait, la date est très importante. La sortie prévue de l'équipe était de Jenin pour arriver à Paris, était le 8 octobre 2023. Donc, la première
représentation devait se faire le 11 octobre au théâtre Paul Éluard à Choisy-le-Roi, en Île-de-France, suivi par le Festival des Arts de Bordeaux, donc à Bordeaux, avec le Festival Sens Interdit, avec un deuxième temps de tournée qui finalement s'est réduit, enfin pas réduit en fait, la période d'aller-retour qui était prévue entre les deux périodes de tournée pour rentrer à Jenin et revenir à Paris. Enfin, les artistes sont finalement restés en France pour faire l'ensemble de la tournée. Mais dire que la mobilisation qui a eu lieu et le rôle qu'a pu jouer l'ONDA a certainement dépassé le rôle habituel qu'on a, où on peut soutenir financièrement. On a soutenu la traduction du texte parce que la première tournée, la traduction était faite vraiment d'une manière bénévole. Donc il y avait beaucoup de travail de traduction et de travail de surtitrage pour le texte. Le soutien financier pour les frais de mobilité de l'équipe, mais aussi du soutien donc financier pour les frais d'accueil pour les lieux. Mais ce qui était important à cet endroit-là, c'est qu'on a pu, en tout cas, être impliqué sur également l'accompagnement sur la prise de risque politique. Dans un moment on aurait pu croire que toute la tournée allait être annulée. La première date, donc, une fois que les artistes ont réussi à sortir de Jenin, après 4 tentatives de passer la frontière avec 2 détentions, et avec bien évidemment un moment assez compliqué où les organisateurs et nous, en France, on leur disait « mais est-ce que vraiment vous voulez continuer de prendre ce risque ?» Parce qu'à chaque fois, ils ont subi des violences sur les frontières et à répétition, il n'y avait pas plus important pour eux que de sortir et raconter cette histoire du théâtre, le récit personnel et professionnel d'Ahmed Tobassi. Et en fait, je crois que c'est leurs paroles qui ont donné la force à tous les organisateurs de tenir. Parce qu'en fait, on voyait les risques auxquels eux, ils faisaient face, et face auxquels, en fait, ils n'ont pas lâché. Et ils arrivent à Paris pour apprendre que la première date de leur tournée a été annulée par le maire de Choisy-le-Roi. Donc il y a eu une annonce d'annulation dans la journée même, qui, à notre grande surprise, a pu être reprogrammée. Donc finalement, ça a fait une tournée entre octobre, fin novembre, qui a fini par Choisy-le-Roi quand ça devait commencer à Choisy-le-Roi. Tous les lieux ont pu maintenir, avec bien évidemment un véritable travail d'alliance avec la presse, un véritable travail de contextualisation, donc des prises de parole collectives avant, après les spectacles, un rassemblement des organisateurs, donc y compris l'ONDA pour la première à Bordeaux, on était présents dans des prises de parole publiques pour soutenir les lieux dans la prise de risque qu'ils étaient en train de prendre et pour être sûr qu'il n'y a pas de risque qui va être pris par les artistes sur leur sécurité. Donc il y a eu aussi tout un travail de coordination, de veille à ce que l'importance du fait de dire ce récit ne soit pas, le prix pour ça ne soit pas trop cher, parce qu'on sait que ceux qui payent le plus cher pour ce type de risque, c'est au final les artistes. Donc comment faire en tant qu'institution, collectivement, pour veiller et vérifier que les bonnes intentions de faire entendre ce texte et permettre cette rencontre ne soient pas payées par les artistes eux-mêmes. C'était un travail vraiment collectif. Après, peut-être dire aussi que l'accompagnement, il va au-delà de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a après ça une mobilisation, il y a eu une lettre ouverte, en tout cas une pétition, qui a été écrite par toutes les structures qui ont accompagné cette tournée. Quand le théâtre, en décembre, a subi une invasion par l'armée israélienne, le directeur Ahmed Tobassi, donc c'était le 13 décembre 2023, dès qu'ils sont rentrés en Palestine, en fait,
Il y a eu donc cette invasion. Les bureaux ont été détruits. Beaucoup de matériel du théâtre a été confisqué. Ahmad Tobassi a été détenu. Mostafa Cheta, qui est le directeur général du théâtre, a aussi été détenu, battu tous les deux. Ahmad Tobassi a été libéré quelques semaines plus tard. Mostafa Cheta est toujours en détention. Ça va bientôt, et là, il y a quelques jours, ils ont renouvelé sa détention de 4 mois. Donc, il y a aussi un appel à une mobilisation le 13 décembre, parce que ça aurait fait 1 an depuis sa détention. Le théâtre subit une situation de par l'occupation, de par le fait que c'est dans un camp de réfugiés, de par le discours que ça porte, certainement toutes les circonstances se multiplient pour rendre l'exercice artistique encore plus difficile. Et en préparant pour aujourd'hui, j'ai échangé un peu avec donc Ahmad et Zoé, donc Zoé Laferty de Artists on the Frontline, qui est la collaboratrice du théâtre que tu as évoqué, Astrid. Et en fait, il faut dire que d'un coup, le théâtre a trouvé un point d'ancrage en France, c'est-à-dire ça a donné une stabilité même au théâtre, pas que ce spectacle-là. Mais en fait, à partir d'octobre 23, ils ont perdu énormément de travail, d'opportunités de visibilité, des dates de tournée, d'ateliers. Et ça continue jusqu'à... Là, début novembre, ils étaient programmés en Allemagne, à Leipzig, à Euroscène. Le festival a décidé d'annuler les représentations suite à des pressions et des accusations d'antisémitisme. est intéressant de rappeler que ces accusations venaient donc de personnes qui n'ont pas vu le spectacle. C'est toujours intéressant de le rappeler, qui n'ont pas vu le spectacle, qui n'ont pas vu ce que raconte le parcours d'Ahmad Tobassi, qui passe de la résistance armée à la résistance culturelle et artistique. Et donc cette annulation, il continue de subir des annulations. Et d'une certaine manière, ce que disent aujourd'hui Ahmad et Zoé, c'est que ce partenariat avec ces structures de diffusion en France a permis en fait la survie de ce théâtre d'une certaine manière, que ce soit économique, que ce soit de l'ordre du récit, de faire entendre leur voix, à un moment où c'est quand même assez exceptionnel, parce que dans tous les autres pays aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir tourner ce spectacle. Peut-être que je m'arrête là. Ou je peux continuer. Malheureusement. Oui, mais j'ai vu le temps. Oui. On va terminer alors d'une double manière, puisque je regarde l'heure. Je voulais terminer pour ouvrir à la discussion avec vous en vous citant des appels qui nous sont formulés depuis la Palestine, le Liban ou ailleurs, qui nous sont formulés majoritairement par des artistes, des appels qui sont formulés vraiment à notre destination, à nous, chercheurs, chercheuses, opératrices culturelles, militantes, artistes. Et ces appels, ils exigent, selon moi, et je pense on s'accordera là-dessus, un devoir de réponse ou au moins de tentative de réponse. Et je pense qu'il y a deux questions entre elles que j'aimerais t'adresser, Adeline, et les autres que je vais lire à la suite pour ouvrir un petit temps, désolé pour l'heure, à la salle. Alors, l'autrice libanaise Ala Mougani nous exhorte via ses stories Facebook comment lutter contre la dimension putassière des systèmes culturels et artistiques qui se servent de leur misère pour exister. Le théâtre libanais Zoukak, dans une publi Facebook le 11 novembre dernier, demande que l'on s'interroge ensemble comment créer des œuvres qui ne neutralisent pas toute rébellion possible et qui ne soient pas des outils de normalisation de la violence. Et enfin, pour tous et toutes, l'auteur palestinien Karim Katan, dans une tribune publiée par Le Monde, observe que la normalisation s'infiltre dans nos quotidiens, puisque l'on parle de Gaza comme l'on parle de la météo. Comment alors ne pas laisser l'effet du temps atténuer l'horreur ? L'artiste palestinien Nabil Al-Raé nous demande dans une story Insta d'être des vrais soutiens, des soutiens complets,
comment peut-on l'être avec les outils qui sont ceux des positions que l'on occupe? Et enfin, l'homme de théâtre anglo-koweïtien Souleymane Al-Bassam nous rappelle sur son blog Mediapart que le silence tue. C'est quoi alors ne pas être silencieux et silencieuse? Comment pouvons-nous et allons-nous faire du bruit? Je pense que c'est très bien de... Tu veux terminer là-dessus? Question pour tout le monde. Ok, très bien. C'est un peu fichant. Non, mais parce que c'est une question vraiment pour tout le monde. Alors, on va faire circuler des micros dans la salle pour celles et ceux qui aimeraient participer. Oui, bonjour, je suis Patrick Penaud, je suis le directeur du festival Sens Interdit et je voudrais donner quelques précisions sur la tournée que nous avons accompagnée l'année dernière. Je voudrais donner surtout des prolongations parce qu'il y a quelque chose d'assez optimiste, enfin, ou qui rend optimiste, qui fait que ce spectacle-là d'abord propose une deuxième version, parce que nous avions incité Tobassi à penser à une version de rue. Et du coup, nous voyons qu'il y a des demandes par des festivals qui vont se faire à partir du printemps, qui inviteront ce spectacle, comme ça a été le cas au Festival d'Aurillac ou aux invites à Villeurbanne. Que par ailleurs, il y a pour les deux troupes palestiniennes que nous avions fait tourner en 23 avec l'aide de l'ONDA, qui s'appelait Lozingit, qui vient de Haïfa et qui est le fait de deux jeunes femmes absolument formidables. Ce spectacle-là et celui dont on parlait tout à l'heure de Ahmed Tobassi vont tourner au Chili d'abord. Et ça, c'est une grande victoire parce que nous avons réussi à convaincre l'Institut français, pour une fois, de financer non pas des voyages d'artistes français vers l'étranger, mais d'artistes empêchés étrangers que Sens Interdit tente de faire venir en France et de faire tourner. Ils iront au Chili dans 3 villes, ça sera au mois de janvier prochain, et tout de suite après, dans les 4 mois qui suivront, entre les 2 compagnies, il y aura une 40aine de dates. Ce qui rend optimiste sur effectivement le courage qui est en train de se développer dans le monde théâtral. Voilà, merci pour votre attention. Autre chose, on nous dit que ça ne sert pas à grand-chose, au fond, de faire des lectures. Et nous, ce que nous répondons, c'est que ce qui ne sert à rien, c'est de ne rien faire. Et qu'effectivement, des lectures, nous en faisons. Il y en aura bientôt. Il y en a qui vont se faire au Théâtre des 13 Vents à Montpellier, bientôt à l'initiative de Nathalie Garot et d'autres. Nous ferons la même chose avec Olivier Neveu et l'ensemble des théâtres lyonnais, très certainement avant le 15 décembre. Nous cherchons encore la date. Et par ailleurs, il y a un autre moyen d'action, notamment pour la Palestine, mais pas seulement, c'est aussi vrai pour le Liban, pour l'Ukraine et tellement d'autres, c'est de soutenir des textes. Et donc, nous avons créé une collection aux éditions L'Espace d'un instant. Nous savons que seront édités bientôt et dans l'ordre un Irayam, la signature est faite, c'est parti à l'imprimerie. Métro Gaza, c'est pareil. Et il y aura une réédition, nous l'avons appris la semaine dernière, de ces très beaux témoignages d'enfants, les monologues de Gaza. Voilà, avec une nouvelle... Là, j'en ai fini, merci pour votre attention. Merci. Pour répondre à tous ces appels qui certainement sollicitent pas que artistes, mais aussi institutions, et revenir à ce point que tu as très bien nommé, Mounira, sur la séparation entre l'artistique et le politique.
il me semble que c'est une question qui a toujours été là, c'est-à-dire quand on parle d'artistes en péril, dans des situations où leur vie est menacée parce qu'ils créent, parce qu'ils parlent, parce qu'ils prennent des risques, souvent beaucoup d'institutions en Occident disent qu'en fait on ne peut pas s'engager pour accueillir ces artistes et les sortir de situations de risque parce qu'on ne connaît pas leur travail, parce qu'en fait nous on s'engage sur l'artistique. Et en fait, je me demande si le moment qu'on vit en ce moment-là ne rend pas cette confrontation en fait incontournable. C'est-à-dire qu'une condition logistique pour que les artistes puissent créer, c'est qu'ils soient vivants. Donc à partir de quand, oui, et donc à partir de quand on va vraiment. Enfin, il y a des exemples, il y a des institutions qui font tout le parcours de la solidarité, on l'a entendu, qui vont encore plus loin de ce que les artistes eux-mêmes parfois demandent. Et ça, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Et peut-être dire que dans les différents échanges que nous avons avec des partenaires internationaux, mais des partenaires aujourd'hui qui sont en Palestine ou au Liban, c'est vrai qu'il y a un décalage et une fracture énorme qui est en train de prendre place et de devenir de plus en plus profonde. De la rive sud de la Méditerranée, c'est très difficile de voir comment on peut rétablir le relationnel. Peut-être que cette réalité est encore peu visible du côté de l'Occident, mais elle est frappante, elle est là. Cette fracture, cette scission, elle est énorme. Un manque de confiance, une fracture de relations qui ont été tissées pendant des années. Beaucoup de structures ont œuvré pour des relations de coopération plus équitables. Aujourd'hui, on se retrouve à un moment qui semble être irréparable, en fait. Et c'est pas uniquement rive sud, c'est pas uniquement nord-sud. C'est aussi des fractures internes entre des jeunes et entre une... Enfin, en tout cas, on voit aujourd'hui, si on veut reprendre aussi les mots de Rachid Khalid, c'est le monde est avec le peuple palestinien. C'est que, en fait, les puissances qui représentent ces peuples ne le sont pas. Mais en fait, la fracture, elle est interne comme elle est avec les Suds. Et ces questions-là, je ne sais pas jusqu'à quand les institutions vont pouvoir les contourner et les éviter. Enfin, on peut essayer de prolonger ça un peu plus, mais au bout d'un moment, j'ai du mal à voir comment en fait on peut encore retarder de se dire le politique est artistique, l'artistique est politique, et on ne peut pas continuer de traiter les conséquences sans traiter les causes. C'est peut-être... C'est pas une recette, mais moi, je pense que je me rends compte, en fait, avec des amis à moi ici, on se rend compte qu'on n'est pas libre en France. Enfin, il y a cette question de fausse liberté, je dirais. Qu'on veut aider les Palestiniens, les Libanais ou autres. Si on n'est pas libre, on ne peut rien faire. Donc, à mon avis, à mon sens, il y a du travail à faire sur notre condition de vie ici, pour être utile pour les gens d'ailleurs, enfin. Lorsqu'on voit en fait la manière dont le pouvoir se comporte ici en France, la manière, l'opinion publique, comment ça se construit, en fait c'est notre vie, c'est notre liberté. Et il me semble qu'il y a beaucoup de travail à faire. Tous les acquis sociaux, politiques dont on dispose ici en France, c'est grâce à des luttes. Et ça peut partir en fait à n'importe quel moment si la lutte ne continue pas. Donc il n'y a pas vraiment de recette magique, si vous voulez. S'il n'y a pas de lutte, on perd tout. On perd tout, y compris la liberté dont on dispose, même si elle est plus ou moins fausse à certains moments, je dirais, en France. Donc moi je crois en fait, ce qui donne sens à la vie, c'est la lutte pour la justice, la lutte pour la liberté, mais la lutte pour un autre monde. Un monde meilleur, parce que
comme je l'ai dit à certains moments, la Palestine était plus ou moins un laboratoire parce que ça révélait à certains moments notre condition de vie ici. Si un chercheur n'ose pas dire ce qu'il pense, et alors on se permet de donner des bourses pour des chercheurs qui viennent de Sud pour venir s'exprimer ici, c'est un peu... il n'y a pas de sens. Donc voilà, lorsqu'il y a des institutions qui... on a des bourses pour les chercheurs qui n'arrivent pas à s'exprimer chez eux, je dis allez, donnez ces bourses pour les chercheurs qui vivent en France. Donc il faut commencer, il y a un danger. Et ce n'est pas parce qu'en fait on n'a pas le droit de parler de la Palestine, ça concerne que la Palestine. Moi ce que j'essaie de montrer, ça concerne les questions même de notre vie quotidienne ici en France. On est en train de perdre les acquis sociaux et politiques progressivement. Et du coup, moi je crois il faut déclencher l'alarme. Moi, évidemment, je pense qu'il faut soutenir la campagne BDS, parce que j'y suis, c'est là que je milite à peu près tous les week-ends et une partie de ma semaine. Voilà. Je pense que ça se fait de différentes manières de porter la campagne BDS. Ça se fait notamment à travers les engagements culturels. Il y a je suis dans un groupe d'artistes là, français qui sont en train d'organiser un appel et d'appeler à signer le maximum d'artistes. Ça, c'est le genre d'initiative qui est importante, puisque en France, c'est là où on a eu le moins d'initiatives d'artistes dans tous les pays du monde, à part l'Allemagne. L'Allemagne, c'est encore pire que nous, ça peut nous rassurer un peu, mais sinon, il y a plein de pays où les artistes ont vraiment fait des grandes choses pour dénoncer ce qui se passe en Palestine. Et en France, on est un peu à la traîne à cause de cette atmosphère liberticide où il y a de la censure et de l'autocensure. Mais en tout cas, c'est des chemins vers lesquels il faut aller. Il y a aussi toutes les luttes syndicales à l'intérieur des syndicats. Les syndicats, c'est une force en France. C'est un moyen extraordinaire de mener de l'action politique et c'est sous-utilisé. Et un jour, peut-être qu'il n'y en aura plus. Peut-être que tous les moyens qui sont offerts par le syndicat vont disparaître. Et je pense qu'il faut aussi intégrer les sections syndicales, travailler la politique dans ces cadres-là. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est un des seuls espaces où on se bagarre, mais on est encore libre de se bagarrer, de mener des luttes politiques. Et du coup, en tout cas, moi, je le fais. Et puis, je pense que à chaque endroit où on est, on peut lutter contre le colonialisme, contre ce discours, contre ce racisme, ce discours réactionnaire. Je veux dire, quand on accepte que des gens perdent leur liberté, à la fin, on perd tous notre liberté, en fait. Il n'y a pas de possibilité d'accepter des choses pour d'autres sans en subir les conséquences à un moment. En fait, forcément, ce qu'on accepte pour la Palestine, il y a un moment où ça nous retombera dessus. Ça, c'est sûr et certain. Et il y a déjà des grandes collaborations sécuritaires entre la France et Israël. Il y a déjà des drones israéliens qui sont utilisés par la police française pour nous surveiller, survoler les manifestations, etc. Toute cette oppression qu'on accepte pour les autres, elle est pour nous bientôt, c'est la prochaine étape. En fait, dans la mondialisation, il y a aussi ce truc que, en fait, même si on se sent très loin de certaines personnes, en fait, on est très près de ces personnes et notre condition, elle est rattachée à leur condition. Et du coup, je pense que pour moi, la Palestine, c'est quelque chose qui doit nous apprendre. En fait, ça nous apprend beaucoup. Et en fait, des fois, on parle de comment on va les aider. Et en réalité, c'est eux qui nous aident, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Et en fait, c'est à nous de suivre les exemples et de les soutenir, mais aussi pour se sortir la tête de l'eau aussi ici. Voilà. Peut-être vraiment juste un tout dernier mot pour revenir aussi sur la question de l'hypocrisie collective. Se rappeler qu'on était ensemble, c'était environ fin octobre, mi-fin octobre de l'année passée, au moment où il y a eu cette
ordre d'évacuation de 1,5 million de personnes d'une zone bombardée vers une autre zone bombardée, et on savait que ça ne pouvait que signifier une campagne génocidaire, et ça s'est déroulé pendant que les médias et les politiciens nous racontaient autre chose. Donc ce souvenir qu'on a eu, qu'on a été dans un de ces moments de mauvaise foi extraordinaire, et on a tenté de trouver les mots pour s'y opposer. Un génocide, en fait, c'est toute l'humanité qui est blessée quand un génocide arrive. C'est une question politique, et c'est aussi une question c'est aussi une question de la vérité, en fait. J'ai l'impression que quelque part, la recherche de la vérité, quelque part, que ce soit dans le domaine scientifique, dans les arts ou dans la parole, c'est ça qui quand on l'abandonne, nous rend suspects vraiment pour le reste de nos partenaires. Enfin, vous parliez des partenaires, des artistes avec qui on travaille, dont on a besoin des regards pour savoir qui on est en Europe. En fait, sans le reste du monde, on resterait enfermé dans cette mauvaise foi. Et j'ai l'impression que, ouais, comme tu le dis, la situation nous a ouvert les yeux, nous a déniaisé sur notre impuissance face à cette possibilité de mauvaise foi institutionnalisée, organisée autour de nous. Il ne faut pas parler de ce qui est en train de se dérouler, ou bien on est menacé de ne plus pouvoir faire son travail. Enfin bref, quelle valeur a encore un travail qui a pour condition d'ignorer la vérité? Enfin, c'est des... Voilà, tout le monde le sait, il l'a remarqué. Et puis je voulais aussi juste dire, il y a cette poétesse qui disait « We teach life, sir », nous enseignons la vie, à travers cet exemple que tu disais d'Ahmed Tobassi qui prend des risques incroyables parce qu'il pense que c'est important de venir ici raconter son histoire. Et ben voilà, prenons le risque de l'accueillir. Vous l'avez pris là-bas, Monsieur Penaud, tant mieux. Et continuons à ouvrir des portes et à faire entendre les textes des personnes qui là-bas savent des choses qu'ici on ne veut pas qu'on sache. Voilà. Merci beaucoup.